Ok, donc nous allons revoir un petit point par rapport du coup à la mise en place des redirecteurs sur un Windows Server. Donc on va dans le DNS, on va au niveau de du gestionnaire de DNS. Et ici, vous voyez que quand on a cliqué sur la racine du DNS, on trouve redirecteur. Donc on va faire un double clic dessus. Et vous voyez qu'ici, là, le redirecteur, il essaye de renvoyer vers le 10.0.0.2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier. Et ici, on va mettre l'adresse de la machine vers laquelle on veut rediriger, c'est-à-dire vers l'adresse du pipehole. Qui est du coup celui-ci. Donc je reprends son adresse. Le 02. Et là, on voit bien qu'il l'a bien résolu, il a bien trouvé que c'était le pipehole, puisqu'il a trouvé le nom de domaine. Et on va le placer en premier, parce que du coup, c'est vers ce redirecteur-là que ça sera envoyé les informations. Et après, il tentera le 10.0.0.2, si jamais les informations demandées n'étaient pas trouvées par le pipehole. Mais normalement, ça sera forcément trouvé par le pipehole, puisque le pipehole, lui, après, renvoie de toute façon vers vers le DNS extérieur qu'on a choisi. Soit 4 x 9, soit 4 x 8, soit 4 x 1. Ou ça peut être un autre DNS qu'on peut régler à l'intérieur. Après, on applique. Et voilà, comme ça, du coup, si c'est interrogé en premier le serveur DNS qu'on a mis en place, qui est du coup ici sur le 10.0.0.6, si lui, il ne trouve pas l'information qu'on a demandé, par exemple google.fr, ça, on ne l'a pas rentré dans les entrées du DNS, donc du coup, il va l'envoyer il va le rediriger vers le pipehole, la demande. Et le pipehole, normalement, comme après, lui, il renvoie vers les DNS extérieurs en upstream, lui, il va trouver normalement l'information, forcément. Donc, normalement, il n'y a pas besoin, logiquement, d'autres directeurs. Mais si, par exemple, le pipehole venait à être non disponible, il vaut mieux quand même avoir d'autres directeurs en plus après. C'est pour ça qu'on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Lui, il fait dans l'ordre de priorité, où ça a été rentré, où ça a été indiqué. Parce qu'effectivement, PyHall, normalement, à la base, pour qu'il soit actif, il faut une machine qui tourne en permanence. Donc si la machine venait à ne plus être allumée en permanence, il faudrait quand même rebasculer sur un DNS. Parce que par exemple, chez vous, vous pourriez avoir le PyHall installé effectivement sur votre machine et tout, mais après, si vous arrêtez votre machine, votre PC pour la nuit et tout, et ben au moins du coup comme ça, vous avez quand même toujours un serveur DNS autre qui va prendre le relais, celui de la box par exemple. Donc c'est pour ça que chez vous, si jamais il faut le configurer, normalement il faudrait juste l'adresse du PyHall pour le DHCP quand la box envoie. Mais si après vous savez que le PyHall va pas forcément être toujours actif parce que c'est sur une machine que vous ne voulez pas forcément qu'il soit allumé en permanence, que la nuit vous l'éteignez ou quoi, bah, il faut quand même à ce moment-là indiquer en deuxième DNS le DNS de la box originale ou un autre DNS pour qu'il puisse prendre le relais quand le PyHall n'est pas disponible. Mais
pour chez nous, c'est pas mieux de prendre un serveur, de faire de la virtualisation et tout mettre sur le serveur? Oui, mais après, ça dépend si tu veux laisser la machine, le serveur allumé en permanence ou pas. Ça dépend. Ah, un serveur, on est obligé de l'allumer en permanence. Après, ça Hmm. dépend, c'est les jouets, ça. Ça dépend ce que tu en fais. Après, tu peux prendre aussi un tout petit PC. Comme je disais, celui-là n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc, tu peux prendre un petit PC qui va prendre quasiment rien en puissance. Et donc, qui peut rester allumé en permanence. Parce qu'il n'y a pas besoin d'écran ni quoi que ce soit. Ça dépend après Ouais, votre mais utilisation et tout. est-ce que du coup, est-ce que le fait de faire de la virtualisation, parce que si on met un DNS, DHCP, Hmm. euh, on a quoi d'autre? On a le pare-feu, on a Le PF16. euh, ouais, PFS pour le Hmm. pare-feu, avec le DNS, le DHCP, serveur de fichiers. Ça fait Ouais, des après, machines. à la fin, ça commence à consommer, oui, c'est sûr. Donc, Moi, j'ai après, peur avec un petit PC, je me dis, ça dépend de l'organisation que tu veux, exactement tout ce que tu veux faire tourner en permanence et tout. Mais voilà, en tout cas, je parlais dans le cas là du Pi-hole. Il vaut mieux quand même des fois avoir un deuxième DNS si on sait que le Pi-hole va pas être forcément actif en permanence. Même si dans l'idéal, c'est et, mieux et, qu'il la- le soit. et sur le Pi-hole, est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce que si le PC n'est pas connecté, par Mhm. exemple, on a un PC qui n'est pas connecté, qui est reconnu dans le DNS, est-ce que quelqu'un, du coup, il peut prendre la place de ce PC-là dans le DNS? Euh, alors, si le DNS, tu l'as En identifié, gros, il falsifie son IP, quoi. ouais, et qu'un autre PC après reprend la même adresse, normalement c'est le nouveau PC qui a repris l'adresse qui devrait répondre du coup. Ouais. Puisque Mais lui, du coup, comment parce que lui, on pourrait faire, le DNS pour éviter ça il vise une IP, donc après lui il va détecter l'IP quoi. Hmm. On est obligé de le faire avec la carte mère, quoi. T'es obligé de faire avec. La carte mère, si on veut éviter ça. Bien sûr. Oui, après faut être sûr que le DHCP, que la machine soit en statique ou de mettre ou de mettre d'enlever l'adresse IP de la machine que tu avais mis du réseau en DHCP pour éviter qu'il la redonne. Ouais. Donc le mieux, si tu es sûr que cette machine-là, faut pas qu'elle il y ait un conflit de risque de conflit d'IP, bah tu la mets en dehors de la zone DHCP. Comme ça, tu évites les problèmes. Tu la mets en statique en dehors de la zone d'IP de DHCP et comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y a personne qui prendra sa place. Sauf si toi, tu te trompes d'IP. Donc voilà, maintenant, effectivement, on a vu, comme j'avais dit, j'avais expliqué qu'on pouvait mettre les entrées directement dans le Pi-hole pour faire DNS. Du coup, je vais vous montrer comment. Donc, pour ça, on se connecte à son interface Pi-hole. Ici, on va aller dans Local DNS. Et ici, on va voir DNS Record. Là, par exemple, si je mets rf.créteil, par exemple, ici, je peux mettre l'adresse 83 159 231 82. Donc, comme on... C'est l'adresse publique d'ici. Oui, mais après, on peut mettre n'importe quelle adresse. Et après, on fait add. Donc, en fait, on remplit les mêmes informations. Non, ça veut mettre le domaine. SRV.rf.créteil.
je fais ajouter. Donc là, il me l'a ajouté. Je pourrais mettre, même si c'est la même adresse, glpi.rf.créteil, parce que j'ai pas fait les modifications derrière. Non, je vais en mettre une autre à l'intérieur. Je crois que c'est 2. Je mets son adresse. Et donc là, maintenant, si je fais srv.rf.créteil, ouais, mais du coup, j'ai mis srv.rf.créteil. Je suis plus sûr. Ouais, mais je crois que je suis en HTTP, pas en HTTPS. Voilà. Donc là, j'ai bien la page qui correspond à mon serveur. Et j'interviens bien par srv.rf.créteil. Et non pas par l'adresse IP directement. Et si par exemple je rajoutais ici Moodle derrière, j'arrive bien sur le Moodle. Donc je suis bien sur le bon serveur. C'est juste que là, comme il ne connaît pas l'entrée entière avec le Moodle, c'est pour ça qu'il m'a enlevé la première ligne. Et si pareil, je fais glpi.f.local, j'arrive à la même page. Donc ça veut bien dire qu'il a bien pris en compte le DNS directement dans le Pi-hole. Donc après, ça peut être bien pour certains trucs, mais après, des fois, les ordinateurs, quand on crée le domaine et tout, et des fois, l'AD, il a besoin de toute façon déjà d'avoir au moins un ordinateur qui a le DNS. Donc après, j'ai pas testé encore d'installer le Pi-hole et après de renvoyer les informations de l'AD vers le Pi-hole automatiquement. Parce que lui, le Pi-hole, après, il connaît pas automatiquement les noms des machines quand elles sont ajoutées à l'AD, par exemple. Ça, il ne les connaît pas. Si on voulait que ça marche par le Pi-hole directement, il faudrait rentrer toutes ces données-là à la main dans le Pi-hole. Donc c'est pour ça que des fois, je vous disais que c'était mieux des fois de mettre le DNS du serveur déjà pour pas forcément tout reconfigurer les choses à l'intérieur du Pi-hole. Mais bon, on voit que du coup, ça a bien marché, les informations qu'on a mis, il les a bien pris en compte, il a bien reconnu le nom. Et si on fait un CMD, ici, on fait un NS lookup qui permet de vérifier des informations. Donc, si je mets glpi.rf.créteil, il nous dit bien que le serveur, c'est le 192.168.02 et qu'il a trouvé le glpi.rf.créteil sur le même serveur. Et si je mets srv.rf.créteil, il a bien trouvé que ça passait par l'adresse 83.159.231.82. Donc il a bien pris en compte les informations du DNS qu'on a rentrées à l'intérieur du Pi-hole. Donc effectivement, même si vous avez des informations locales et tout, vous pouvez les rentrer directement dans le Pi-hole sans avoir besoin de refaire un serveur DNS dans un Windows Server, ou si du coup vous n'avez même pas de Windows Server qui tourne chez vous, vous pouvez l'utiliser directement, le Pi-hole, pour faire DNS, pour renvoyer sur des outils que vous avez installés par la suite. Sur des outils, des services, ou d'autres pages que vous voulez consulter en leur donnant un autre nom. Est-ce qu'il y avait du coup des questions par rapport à ça ou pas? Parce que sinon, du coup, pour rentrer les informations, c'est les mêmes informations qu'on rentre quand on avait rentré les informations dans le DNS du Windows Server.
c'est-à-dire l'autre A, ou AAAA si on est en IPv6. Mais là, on travaille en IPv4. Donc là, en plus, il reparle aussi qu'il vérifie 3 fichiers avant de lire les DNS qu'on a mis là. C'est ce que je vous expliquais dans le fonctionnement du DNS. C'est-à-dire que avant de lire le DNS et d'envoyer le DNS vers Google ou vers un autre site, de toute façon, à chaque fois, il y a au moins le fichier host qui est lu, que ça soit sous Windows ou sous Linux. Mais en général, ce fichier host, il n'est pas forcément rempli à la main. Donc, sauf des cas un peu spécifiques. Voilà. Pour bloquer les sites, il faut passer Par le host. fichier Oui, par le fichier host aussi. Mais après, du coup, c'est quand même plus long si tu as beaucoup de sites à bloquer. Mais c'est pas dynamique. C'est pas dynamique, tout est à la main. Donc, suffit que le site après il change d'adresse, bah ça marche plus le blocage. Mais la méthode de PayPal, ils ont modifié toujours le custom.list. Ça, s'il veut mettre à jour, ouais. c'est-à-dire il passe par le fichier qui est relié avec le serveur. S'il y a une modification, il charge le nouveau. En fait, le custom.list là qu'il met, c'est le fichier où tu mets tes données personnelles, on va dire. Enfin, les DNS que j'ai rentrés là, ils sont rentrés dans le fichier PayPal custom.list. Oui, je ne me rappelle pas exactement le fichier, mais il y a un fichier comme le host ou custom.list où il met à jour les données pour bloquer des sites. Et je pense que ça doit être le fichier où il met à jour quand on fait l'update Gravity. Oui, c'est ça. Par une fichier. Oui, le fichier ou base de données interne. Mais là, je veux dire, contrairement à GLPI ou d'autres services, ils ne demandent pas d'installer MariaDB ou des choses comme ça et de créer une base de données spécifique. C'est lui qui gère tout en interne. Après, le type de fichier qu'il utilise, là, comme ça, à l'instant T, je pourrais pas te dire. Mais oui, il a un fichier de base qui met à jour quand on fait l'update Gravity pour avoir toujours les informations à jour. Là, par exemple, je suis à 156 000 parce que du coup, j'ai installé qu'une liste. Mais si je mets l'update Gravity, il va le mettre à jour. Est-ce que là, on voit le fichier? Non, on voit pas le fichier dans lequel il le met. Leur base de données elle est sur Query. Elle est sur sur Query et apparemment elle est managée par un système SQLite. Ouais. C'est effectivement il y a plusieurs. SQLite j'ai déjà vu. Mais du coup celui-là il peut tourner en indépendance sans avoir besoin d'un gros serveur de données comme MariaDB ou MySQL. C'est pour ça qu'il s'est géré en interne, il n'y a pas besoin de créer de base spécifique. C'est lui qui gère tout. Donc oui, il y a forcément une base de données, parce que quand il y a 7 millions d'entrées, il y a forcément besoin que quelque chose tourne derrière, c'est pas juste un fichier Excel, quoi. Ou un fichier Word. Je pense pas. Ah, même un fichier Excel, on pourrait dire que c'est... Oui, on peut rentrer des informations aussi, puisqu'il peut faire des calculs des informations. Donc voilà, du coup, est-ce que sur ces petits points-là, il y avait quelque chose à revoir? Est-ce qu'on peut faire des WO avec le PO? Des WO? Je suis pas sûr parce qu'il a pas de truc pour lancer des lignes de commande normalement directement. Après, tu peux les faire peut-être à partir de la machine sur laquelle il est installé. Mais ça, j'ai pas fait. C'est bien pour avoir les informations du propriétaire du site et tout, c'est ça? Ouais. Mais après, moi, sur les trucs que j'ai vus sur Paywall, ils en parlaient pas non plus, donc je sais pas si
s'il est Non, je capable de pense le que faire. c'est pas PayHall qui va le faire directement. C'est à toi de le faire via l'interface de commande directement. Ok. Donc c'est bon, pas de questions plus que ça là-dessus. De toute façon, si après par la suite vous en repensez à d'autres questions, hein, on reviendra au besoin dessus, il n'y a pas de problème.